Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose d'attendre encore 2-3 minutes que les personnes qui le souhaitent encore se connectent. Il y a encore des gens qui se connectent là. On n'est pas hyper nombreux, donc ça va permettre des échanges. Enfin, encore que là, ça y est, c'est en train de commencer à monter un peu. Euh, alors, on me pose des questions. Voilà, le système me pose des questions. Oui, on commence à être un petit peu plus nombreux, mais on va quand même pas tarder. J'avais au départ prévu une réunion d'1 heure et demie que j'ai raccourci après à 1 heure, mais on verra bien ce que ça donne et ce dont on a besoin. Euh, alors, certains d'entre vous ont déjà assisté à ce type de conférence. Ce que j'essaie de faire, c'est d'alterner des phases plutôt présentation un peu magistrale, pour employer un grand mot, et puis des phases d'échange et de questions-réponses. Donc, on va essayer de faire ainsi. Euh, ce sujet de l'ESG et de la défense, il est arrivé de façon assez évidente sur le devant de la scène ces derniers mois. Et d'ailleurs, on a régulièrement des échanges, notamment sur LinkedIn, sur la question, avec des points de vue différents, bien sûr, selon d'où on regarde les choses. Et en fait, ce que je voudrais, c'est vous apporter quelques éléments d'éclairage et puis éventuellement, et je l'espère, arriver à avoir un échange avec vous sur ce sujet-là. Euh, je vais vous partager mon écran. On va commencer la présentation. Donc, si je partage mon écran, normalement, vous revenez sur la page qu'on avait au début. J'espère que tout se passe bien. N'hésitez pas à me mettre un petit message si vous voyez que ça va pas, mais je pense que tout se passe bien. Ce que je vous propose, c'est de structurer notre échange en trois temps. Le premier qui vise à réexpliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de financement de la défense en Europe. Et j'ai intitulé cette partie Financer l'autonomie stratégique. On va définir ce que c'est que cette histoire d'autonomie stratégique. La deuxième phase de notre échange, je vous le propose de le construire autour de la question des tensions qu'il peut y avoir entre les approches ESG et le financement du secteur de la défense, essayer d'analyser ces tensions et d'évoquer le concept. Alors, j'ai eu un échange récemment avec Lucie Pinson sur LinkedIn où j'ai fait état de la théorie de la guerre juste. C'est très ancien, mais c'est très utile en vérité pour comprendre comment analyser le sujet. Et puis la troisième phase de notre échange, c'est d'essayer d'échanger sur des éléments d'aide à la décision et de voir comment on peut ou pas appliquer une approche ESG à ce secteur particulier de la défense. Alors, ceux qui ont suivi mes présentations sur la CSRD ont déjà vu les slides que je reprends en introduction parce que, en fait, on se rend compte qu'autour de ce débat sur le financement de la défense européenne, on retrouve aussi le débat plus généralement sur les marchés de capitaux en Europe, le financement de l'économie européenne, la façon dont tout cela est organisé. On retrouve des questions relatives aux lourdeurs administratives qu'il peut y avoir autour de la question, et notamment dans le domaine des plus petites et moyennes entreprises euh, du secteur de la défense. Euh, et on retrouve, et c'est le troisième slide, et après je vous promets que ça sera des slides spécifiques, c'est le troisième slide que je reprends à ma présentation CSRD. On retrouve cette question
de la perception des risques dans le monde et on voit qu'à un horizon de 2 ans, les conflits armés entre États figurent à la troisième place des risques perçus par les grands décideurs mondiaux. Alors, il est vrai que quand on regarde à un horizon un peu plus lointain, à 10 ans, cette question des conflits armés n'apparaît plus dans les 10 premiers postes. Euh, Est-ce que c'est à cause du moment où a été fait le sondage, on était fin 2024, ou est-ce que c'est tout simplement que les décideurs sont moins pessimistes à un horizon 10 ans sur la question des conflits armés? Par contre, vous le voyez, la question environnementale à un horizon de 10 ans devient la plus importante. Et on sait bien qu'il y a naturellement des liens entre les questions environnementales et les questions de conflit via la problématique de l'accès aux ressources. Accès aux ressources parce qu'elles se raréfient et accès aux ressources parce qu'elles sont nécessaires à l'économie décarbonée qu'on vise. Alors, donc première phase de notre présentation, financer l'autonomie stratégique. Je voudrais commencer par revenir sur 3 dates. La première, c'est le 26 septembre 2017. C'est ce qu'on a appelé le discours de la Sorbonne, qui est un discours qui a été prononcé par le président Macron peu après sa première élection et qui portait sur la question de la défense en Europe et qui portait notamment le concept d'autonomie stratégique. C'est une vieille idée française. C'est une idée française qui n'est pas forcément partagée par nos partenaires européens, qui est l'idée que l'Europe devrait se doter d'une approche commune en matière de défense, en matière de politique étrangère, en matière de défense. C'est un vieux débat qui date des années 50, hein, qui remonte aux années 50, sur lequel le gaullisme avait une certaine vision, sur lequel d'autres visions ont été développées. C'est une approche, cette question de l'autonomie stratégique européenne, qui n'est pas forcément partagée par nos partenaires, qui ont longtemps voulu s'appuyer sur le partenariat euro-atlantique et ce qu'on appelle communément le parapluie américain et singulièrement le parapluie nucléaire américain. Ce discours de la Sorbonne, il a eu un certain retentissement en France, il a eu un certain retentissement en Europe, mais on en est resté là, je dirais. C'est-à-dire que compte tenu des réticences qu'il pouvait y avoir sur le flanc est de l'Europe à 27, eh bien, ça a fait, non pas pchit, mais ça a eu peu de résonance. Jusqu'à jusqu'à un événement qui est ce que j'appelle ici le choc de Munich, qui est, parce qu'il faut bien prendre une date, qui est ce discours qui a été prononcé par le vice-président américain J.D. Vance euh, lors de la conférence sur la sécurité à Munich le 14 février dernier. Lequel discours a été un peu l'objet d'une douche froide pour les Européens, puisque le vice-président américain intimait l'ordre aux Européens d'apprendre à se débrouiller par eux-mêmes et de se passer du fameux parapluie américain. J'ai ajouté ici la photo de du fameux échange qu'il a pu y avoir entre le président Zelensky et le président Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, qui a été de la même teneur, c'est-à-dire qu'on a bien compris à ce moment-là que les Américains n'étaient pas forcément le parapluie fiable qu'on avait pu imaginer et que, il y avait un problème qu'il y avait un problème pour l'Europe qui était de se prendre en charge et de prendre en charge sa sécurité.
C'est pourquoi le 19 mars, l'Union européenne a présenté, la Commission européenne a présenté ce qui était sa stratégie en la matière. Alors, c'est délicat de parler de la stratégie de l'Union européenne en la matière parce que, en termes de partage des compétences entre les États membres et l'Union européenne, la question de la défense, est du ressort des États membres. En revanche, dans la mesure où beaucoup de questions de financement sont du ressort de l'Union européenne, beaucoup de questions de concurrence, beaucoup de questions liées à l'économie et donc à la base capacitaire d'une industrie de défense, bah, évidemment, l'Union européenne est forcément impliquée. Et donc, le 19 mars 2025, on a eu la présentation par Kaja Kallas, qu'on voit à gauche sur la photo ici, et le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, la présentation de cette stratégie de l'Union européenne en matière de défense, stratégie qui repose sur deux piliers qu'on voit aussi mentionnés sur la photo. Un livre blanc sur la défense européenne à horizon 2030 et un plan de financement du réarmement de l'Europe, là aussi avec un horizon 2030. Alors, le livre blanc, il est important parce qu'il précise le, le- les, il précise le cadre stratégique dans lequel les Européens veulent investir. Et il consiste donc en une définition de capacité, de priorité capacitaire. Priorité capacitaire qui, sans surprise, s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans la guerre à haute intensité qui est livrée depuis 3 ans par la Russie à l'Ukraine. Et donc, on retrouve là-dedans la défense antiaérienne, l'artillerie, les munitions, les missiles, les drones, la lutte anti-drone, la guerre électronique. Tous ces éléments dont on a découvert ou redécouvert ou mieux compris depuis le début du conflit ukrainien, ou du moins depuis son intensification en 2022, dont on a bien compris qu'ils étaient le, le nerf de la guerre le nerf de la guerre moderne. Alors la guerre moderne, c'est un bien grand mot parce qu'on voit bien que cette guerre, elle a aussi des composantes très, très traditionnelles et très anciennes. Mais enfin, en tous les cas, ce qui se passe en Ukraine est une expérimentation de ce qui pourrait advenir dans le cas d'un conflit sur le sol européen, un autre conflit sur le sol européen, lequel autre conflit est supposément impliquant la Russie d'un côté. Alors, mentionné également dans ce livre blanc, la mobilité militaire, la protection des infrastructures critiques et tout ce qui est stratégique, comme le renseignement, l'espace, le transport, le ravitaillement aérien. Là aussi, c'est un retour d'expérience de ce qui se passe, de ce qui se passe ou de ce qui a pu se passer en Ukraine. Le livre blanc donc, mentionne l'urgence d'augmenter les budgets de défense. Vous savez que on était accoutumé à un objectif qui pouvait tourner autour de 2% des produits intérieurs bruts consacrés à la défense dans les pays développés, et qu'on est en train d'évoluer, j'allais dire gentiment, c'est pas gentiment, c'est de façon assez agressive, vers des seuils beaucoup plus élevés. On parle plutôt en général maintenant de seuils à 4-5% du PIB pour les financements consacrés, pour l'effort consacré à la défense. Le livre blanc mentionne aussi la question de la facilité et de la nécessaire simplification des procédures d'accès au financement européen. C'est ce qu'on appelle le Defense Omnibus, dans la même veine que le Omnibus qui a été consacré aux questions de durabilité et dont j'avais déjà eu l'occasion de parler ici. Euh, mais l'essentiel du livre blanc porte sur les questions industrielles. Le livre blanc s'emploie à démontrer la valeur ajoutée que- qu'apporterait le fait d'avoir une plus grande harmonisation des acquisitions de défense au sein de l'Union européenne. On sait que
Aujourd'hui, l'Union européenne se fournit beaucoup, et on va y revenir, auprès de d'autres grands pays producteurs d'armes, et en l'occurrence essentiellement les États-Unis, et une plus grande harmonisation des acquisitions au sein de l'UE permettrait des effets d'échelle, une source d'économie liée au décloisonnement des marchés, permettrait une meilleure compétitivité au sein de nos marchés, une meilleure intégration industrielle, et puis parce que c'est quand même l'objectif final, une interopérabilité sur le terrain en cas de conflit, c'est-à-dire la capacité à utiliser des armements produits par les différents États membres, de les utiliser de façon harmonisée et avec une bonne connexion entre ces armements. Dans le livre blanc, on mentionne bien sûr, le soutien à l'Ukraine, qui reste un axe central, avec une inclusion claire des capacités industrielles de ce pays. C'est-à-dire que l'Ukraine, qui est qualifiée dans le livre blanc de premier laboratoire mondial de l'innovation de défense, l'Ukraine est considérée comme un partenaire de plein droit, même si elle n'est pas membre de l'Union européenne. Et ses capacités technologiques et de production sont supposées profiter à l'ensemble du tissu industriel européen. On est donc dans une approche qui intègre clairement l'Ukraine pour des raisons évidentes. On est sur la plus puissante armée d'Europe occidentale, euh, et on est sur une armée qui est expérimentée, bien sûr, du fait de ce qui se produit depuis 2014. Voilà sur le livre blanc. Le second pilier de cette stratégie de défense qui a été présenté le 19 mars, c'est ce qu'on appelle Rearm Europe, qui porte plutôt sur la question du financement de tout cela. Euh, le titre ici est évocateur, Towards a Safer and or More Divided Continent. On voit bien qu'on est à la croisée des chemins, et que la question qui se pose à l'Union européenne, c'est soit on est plus secure, soit on part en ordre dispersé sur ces sujets-là, ce qui peut s'avérer dangereux. Je vous donne tous ces éléments de contexte parce qu'ils sont importants pour regarder la question de l'ESG par rapport à tout cela. Euh, Rearm Europe, donc c'est un programme dont on a souligné l'ampleur, puisqu'on a fait état d'un montant spectaculaire de 800 milliards d'euros. Alors, les 800 milliards d'euros, en vérité, ils étaient un peu de la com. Parce que dans ces 800 milliards d'euros, il y a 650 milliards qui sont simplement autorisés aux États membres, hors critères du pacte de stabilité de l'Union européenne. Vous savez que dans le pacte de stabilité de l'Union européenne, les États membres sont supposés ne pas dépasser 3% de leur PIB en déficit budgétaire. Et cette dette nouvelle qui pourrait être autorisée ne serait pas comptée dans le 3% en question. Alors, dans le cas de la France, on est déjà largement au-dessus des 3%, donc on peut penser que cette flexibilité ne sera pas utilisée de façon importante. En revanche, pour l'Allemagne, ce déblocage ouvre des perspectives, puisque les verrous d'endettement de l'Allemagne ont été récemment débloqués, y compris au niveau constitutionnel. Euh, La seconde composante de Rearm Europe, donc on a parlé des 650 milliards liés à de la dette possible par les États membres dans le cadre de leurs budgets nationaux. Mais la composante la plus importante, finalement, c'est pas la plus grosse en volume, c'est ce programme SAFE de 150 milliards, qui porte sur l'idée d'emprunt européen commun, qui serait redistribué sous forme de crédit, sous forme de dette moins onéreuse
aux États qui en feraient la demande et qui rempliraient les conditions dites européennes. On va revenir sur cette notion de conditions dites européennes parce que c'est évidemment très important. Alors, 150 milliards, c'est pas rien. C'est 3 fois le budget annuel de défense de la France. Euh, c'est, euh, Ça repose donc comme on avait fait un peu à l'époque du Covid sur un emprunt mutualisé au niveau de l'UE et ils seront décaissés sous réserve d'une discipline partagée entre États membres aux États membres. Mais là encore, on est comme précédemment sur de la dette. C'est pas à proprement parler de l'argent frais. En parallèle, la Commission européenne, alors je me souviens plus si c'est dans SAFE, mais en parallèle, la Commission européenne soutient la BEI dans l'élargissement de la portée de ses prêts aux projets de défense et de sécurité et pousse à l'accélération. Je mentionnais tout à l'heure le rapport Draghi et le rapport Letta pousse à l'accélération de l'union de l'épargne et de l'investissement pour mobiliser des capitaux privés parce qu'on va voir que dans cette question capacitaire européenne, la question de la mobilisation des capitaux privés est clé et que ça rejoint le sujet plus général de cette union de l'épargne et de l'investissement, ce qu'on appelait auparavant la Capital Markets Union, l'union des marchés de capitaux. Alors, j'ai parlé de conditions européennes, ou plus exactement du fait qu'il faudrait remplir des conditions européennes. Alors, en fait, c'est là où, comme toujours, le diable est dans les détails. Les États membres discutent actuellement des conditions de ce que c'est que ces conditions européennes. Et on sait bien qu'on a des tensions au sein de l'Union européenne entre des États qui souhaitent continuer à être très proches ou très liés à la défense américaine et au matériel de défense américain, et puis une Europe qui est plus dans une stratégie d'autonomie. Alors bien sûr, c'est quelquefois lié en plus aux capacités déjà existantes dans les pays en question. Donc on a des débats actuellement. Le dernier texte de compromis sur le programme, il a été présenté le mercredi dernier par la présidence actuelle du Conseil de l'Union européenne, qui est polonaise, comme vous le savez. Et ce texte prévoit que les industriels situés hors de l'Union européenne pourraient prétendre au programme SAFE si leur pays d'origine a conclu à la fois un accord commercial et un pacte de défense avec l'Union européenne. Et puis, on a d'autres conditions techniques sur les sites de production, sur la part minimale des composants qui doivent être fabriqués dans l'Union européenne et la part qui peut être fabriquée ailleurs. En fait, le sujet, il porte. Alors, il peut porter sur la question de l'acquisition de matériel américain. On sait bien que sur un certain nombre de catégories de matériel, on reste dépendant des États-Unis et certains États membres souhaitent pouvoir poursuivre leurs acquisitions de matériel américain. On peut penser aux avions F-35 par exemple. Euh, mais le sujet, il porte aussi sur les 3 pays clés, en particulier le Royaume-Uni, mais 3 pays clés qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont tout à fait des candidats à ce programme de réarmement, que sont le Royaume-Uni, qui est membre de l'OTAN, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, et la Corée du Sud, qui sans être membre de l'OTAN, est fortement impliquée via la coopération qu'il peut y avoir actuellement entre la Corée du Nord et la Russie sur le front ukrainien. On a des pays qui souhaitent au contraire introduire des obligations supplémentaires, des critères supplémentaires d'éligibilité. La Grèce, sans surprise, je pense que ça a un rapport avec ses relations avec la Turquie, et puis les Pays-Bas. Alors, je parle beaucoup là de défense.
sans entrer dans les précisions, alors de quoi parle-t-on? Parce que en fait, c'est une chose que de décider de dépenser de l'argent pour se réarmer ou pour parfaire son armement. C'en est une autre d'avoir les capacités de produire. C'est-à-dire que vous ne pouvez acheter que ce qui est produit. Sinon, vous achetez à l'étranger avec tous les risques que ça peut faire courir, les risques immédiats sur la balance commerciale et les risques à plus ou moins long terme sur la souveraineté et sur l'indépendance stratégique. Alors, on parle habituellement d'une base industrielle et technologique de défense, qu'on appelle la BITD en France. Au niveau européen, ben, on a un certain nombre d'entreprises qu'on peut rattacher à cette BITD, base industrielle et technologique de défense, dont un certain nombre d'acteurs français et on les voit ici. On a Leonardo en Italie, Airbus, Thales, Safran en France. Alors Airbus étant transeuropéen, Naval Group en France bien sûr, MBDA qui est aussi transeuropéen. Et puis on a un certain nombre d'autres entreprises qui sont moins médiatisées ici en France, mais qui sont importantes également. On peut penser à Fincantieri en Italie notamment. On voit l'Italie assez présente sur ce secteur de l'armement, la France bien sûr, et puis l'Allemagne dans une moindre mesure. Euh, Ça, c'est au niveau européen. Sauf que quand on regarde comment ces entreprises européennes se positionnent dans le monde, eh bien, on voit qu'on a sur les 50 premières entreprises d'armement mondiales, ben, on en a, elles comptent sur les doigts de deux mains pour la France, enfin un peu plus, quoi. On a 4 et 5, 9, 11, 13, 14 entreprises citées ici sur les 50 premières dans le monde, ça dénote bien de la fragilité de notre tissu industriel dans le domaine. Alors la France n'est pas la plus mal placée. La France a aussi cette notion et c'est même la France qui l'a inventée, j'allais dire, de base industrielle et technologique de défense, BITD, euh, qui est, qui repose sur 9 grands groupes. On verra que les rapports CSRD de ces 9 grands groupes sont très intéressants parce qu'ils permettent justement de réfléchir à cette question de la coexistence possible entre une approche ESG et l'industrie de la défense. Et puis, on a aux côtés de ces neuf grands groupes, on a un certain nombre d'entreprises de taille plus modeste. On a à peu près 4000 PME qui sont retenues dans cette base industrielle de défense. Tout ça là représente plus de 200 000 emplois en France pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros par an. Et ça fait de ce secteur de notre économie un très gros secteur exportateur un très gros secteur exportateur, puisque la France est le troisième exportateur mondial d'armement. Et on verra que d'un point de vue ESG, c'est là où le problème peut se poser. En tout cas, c'est là où il peut y avoir des risques en étant trop laxiste dans le filtrage ESG qu'on fait, où on a des risques réputationnels et des risques de greenwashing finalement en retenant des entreprises qui feraient à l'exportation des choses qui pourraient être discutables. Euh, pour terminer sur cette industrie de défense, alors, bon, qu'est-ce que c'est qu'une industrie de défense? Une industrie de défense, c'est une industrie qui produit des armes, des matériels de guerre, des munitions. Donc on a à la fois, les armes et on a en même temps le, le- les munitions qui sont liées à ces armes. Euh, on a des cas où une arme peut devenir une arme par destination, c'est-à-dire qu'on a des technologies duales des technologies d'ailleurs civiles quelquefois ou duales qui peuvent être militarisées. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe de plus en plus. On est de plus en plus dans un monde
où les industries d'armement militarisent des usages civils, des usages qui ont été développés dans le civil. On peut penser à toute la problématique du secteur de l'information, du système d'information, mais on peut penser aussi à un exemple qu'on a vu récemment avec la guerre en Ukraine, qui est le sujet des drones, qui au début est une technologie civile, qui est devenue duale et qui devient maintenant essentiellement militaire. On a beaucoup évoqué aussi, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la distinction entre armes d'attaque et armes de défense. Et là aussi, on a un- une distinction qui n'est pas forcément toujours pertinente, tout comme entre le civil et le militaire, quelquefois, c'est pas pertinent. Donc la distinction en vérité en droit international entre attaque et défense, c'est pas tant dans la définition de l'arme que dans la définition de l'usage qui en est fait. Je vous propose d'arrêter mon partage à ce stade-ci, à la fin de cette première partie, pour vous demander déjà si vous avez des questions éventuellement sur ces... Alors, vous n'avez par défaut pas la parole, mais je vous la donne bien volontiers. Vous levez la main et je vous donne bien volontiers la parole si vous avez des questions. Et sinon, on embraye sur la suite de la présentation. Est-ce que quelqu'un a un point? Non? Dans ce cas-là, je vous propose d'embrayer et puis je prendrai d'éventuelles questions à la fin de la seconde partie. Donc, je voudrais évoquer maintenant la question des tensions qu'il peut y avoir entre, entre, entre ESG et financement de la défense. Euh, le, on a toujours eu une question de compatibilité entre l'ESG et le financement de la défense. C'est pas une problématique nouvelle. Simplement, le regard qu'on y porte a changé depuis la guerre en Ukraine et évidemment, on a un certain nombre d'acteurs qui ont évolué dans leur positionnement sur ce sujet, évolué face à la réalité en fait. Et on peut penser par exemple à l'annonce par la banque suédoise SEB AB au tout début de l'intensification de la guerre en Ukraine en mars 2022, où elle revenait sur sa politique ESG qui auparavant restreignait le financement de l'industrie de défense. On peut aussi penser à certains débats qu'on a pu avoir en Europe autour de la question de la taxonomie sociale et de l'écolabel financier. La taxonomie sociale, on va y revenir, mais c'est un sujet qui avait été évoqué par la Commission européenne comme complément de la taxonomie environnementale. Et dans le projet de taxonomie sociale, l'armement était explicitement qualifié de quelque chose d'antisocial, d'une activité antisociale. Euh, alors, ces évolutions qu'on a pu observer depuis l'agression russe en Ukraine, elle est plutôt positive. Ça prouve que on s'est évolué, mais ça prouve aussi que peut-être que les approches antérieures n'étaient pas forcément adaptées. Euh, Compte tenu de ces risques, des risques réputationnels qu'elle porte, compte tenu aussi de sa faible rentabilité à une époque et de l'opacité qui est liée au secret défense, on avait un certain nombre d'investisseurs qui se faisaient la vie simple en excluant par principe le secteur de la défense de leur univers d'investissement. Alors, si on en reste là, évidemment, ben, du coup, on se retrouve avec un secteur qui peut se trouver face à un risque de sous-financement qui peut être notamment préjudiciable, on reviendra sur ces activités de recherche et développement, mais qui peut être notamment préjudiciable dans toute la partie recherche et développement, et donc aussi financement des startups. C'est quelque chose qui était fait par le secteur public jusqu'à la fin de la guerre froide, mais avec la privatisation de l'arsenal français, tout ça est passé dans le privé. Alors pour réfléchir à cette question de ESG versus industrie de la défense, je me suis fondé sur la mission Flash de février 2021 qui avait été menée par l'Assemblée nationale,
Je me suis fondé sur le document très récent sur le financement de la base industrielle et technologique de la défense, ça date de mars 2025. Je me suis fondé surtout sur un rapport de mars 2023 qui est très très bien fait. Et si vous voulez creuser la question, et d'ailleurs je me suis largement inspiré de ce rapport pour préparer cette présentation, je vous recommande c'est l'Association française des investisseurs institutionnels qui a produit ce dossier et il est très pertinent, très intéressant. Et je vous le répète, ma présentation aujourd'hui en est largement inspirée. Euh, alors, le- la question de l'ESG, elle est liée à une approche morale, c'est-à-dire à un débat moral au départ. Et d'ailleurs, l'ESG, la défense était en général associée au secteur du tabac, au secteur du jeu, au secteur de la pornographie, au secteur nocif pour l'environnement. Et on était dans cette approche-là auparavant, ou du moins, si on a une vision un peu courte, on peut en rester à cette approche-là. À l'inverse, à l'opposé, d'autres visions existent et on peut penser notamment à cette vision qui est véhiculée par par la page d'accueil du site web du syndicat allemand de l'armement. La sécurité est mère de toute durabilité. Ce qui est un point dont on va voir qu'il a été un peu validé en fait dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Euh, Une petite pensée pour ce discours du 20 janvier 1983 de François Mitterrand au Bundestag qui avait eu cette phrase célèbre, les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Façon un peu brutale et un peu simpliste, mais très efficace de tacler euh, le, la supposée naïveté d'un certain nombre de personnes par rapport aux risques auxquels on peut faire face. C'est une vieille réflexion qui est menée sur cette question de ESG versus le secteur de la défense. Alors bon, en fait, plus généralement sur la morale de la guerre. Est-ce que il y a une morale de la guerre? On peut citer Aristote. Alors c'est bien parce que j'ai une boîte qui s'appelle Aristote. C'est très pratique parce que Aristote a beaucoup écrit. Et donc, ça me permet de le citer dans toutes sortes de circonstances. Et il a écrit sur cette question euh, de, de la guerre, de ce qu'on a appelé plus tard la guerre juste, en, en indiquant l'entraînement à la guerre, il ne faut pas le pratiquer en vue de réduire en esclavage des gens qui ne le méritent pas, mais d'abord en vue d'éviter soi-même de devenir esclave des autres. On retrouve la formule du président Mitterrand. Ensuite, pour rechercher l'hégémonie dans l'intérêt des sujets et non pour régner en maître sur tous. Donc on est déjà là sur une première réflexion sur l'éthique de la guerre, réflexion qui sera reprise dans la mesure où saint Thomas d'Aquin, au XVe siècle, a beaucoup repris la pensée d'Aristote pour la christianité, j'allais dire. Et non, j'ai dit 15e siècle, bien sûr, pas 15e siècle. Euh, j'ai un trou sur la date exacte de la vie de saint Thomas, mais toujours est-il que c'est bien avant le XVe siècle, puisqu'il a été canonisé au début du XIVe. Euh, alors, saint Thomas d'Aquin définit ce qu'il appelle le concept de guerre juste. La guerre juste se positionnant à deux moments, au moment où on décide d'entrer en guerre et au moment où on est en guerre, dans la façon dont on la conduit. C'est ce qu'on appelle le ad bellum, entrer en guerre, ou le in bello, conduire la guerre. Ce que retient saint Thomas, mais ce que retient plus généralement la théorie de la guerre juste, c'est l'idée d'une autorité juste, c'est-à-dire que le prince qui décide de la guerre ou qui la mène soit une autorité légitime, que la cause soit juste de cette guerre et que l'intention soit droite, c'est-à-dire qu'elle ne relève pas d'un motif de haine ou de vengeance, mais plutôt d'un rétablissement de la justice. Donc ça, c'est les trois idées de saint Augustin, et puis elles ont été un peu élaborées plus tard au XVe, XVIe siècle par des penseurs espagnols notamment. Et on a précisé l'idée que la guerre ne devait être utilisée qu'en dernier ressort, c'est-à-dire après toute tentative de diplomatie,
que la guerre devait être associée à une probabilité de succès. Et si vous repensez aux arguments avancés par J.D. Vance lors de son échange musclé avec le président Zelensky, cette question de la probabilité de succès était bien sûr au devant des arguments de J.D. Vance, qu'une guerre ne doit pas être menée avec une cause qui est perdue. Et puis la question de la proportionnalité, c'est-à-dire que le bien qui est obtenu en menant la guerre doit primer sur les dommages causés. Euh, Une fois qu'on est en guerre, ben, on retrouve un peu les mêmes questions, mais qui sont surtout des questions de discrimination, c'est-à-dire l'idée de protection des civils, et puis la question de la proportionnalité, c'est-à-dire que les biens poursuivis doivent dépasser, doivent excéder les dommages les dommages qui peuvent être effectués. Les objectifs de développement durable ont repris ces notions-là, et c'est notamment l'objectif de développement durable numéro 16 qui porte sur la paix et la justice qui évoque cette question. Alors, la question a été reprise par Kate Raworth dans sa théorie du donut, puisqu'elle évoque aussi la paix et la justice, pardonnez-moi, comme étant une partie du plancher social qui doit être proposé aux êtres humains sur cette terre. Et donc, on retrouve bien la paix et la justice aussi dans le donut de Kate Raworth. Alors, l'objectif numéro 16, en vérité, il portait plus généralement sur la question de la gouvernance. Euh, il vise à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. Il vise à assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. La gouvernance ne se préoccupe pas directement des enjeux socio-économiques et environnementaux qui sont au cœur des autres ODD et sur lesquels repose la transition économique et sociale. Donc, il se porte plutôt sur ces questions liées à l'état de droit, à la qualité des institutions et la paix. Au moment où il a été formulé, donc en 2015, puisque les ODD ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, eh bien, on était à cette époque, à cette fameuse époque des dividendes de la paix. On était à la fin de la guerre froide et on était sur cette époque des dividendes de la paix. Et donc, on n'a pas insisté sur cette question de guerre juste ou de, de dividendes de la paix. On a insisté plutôt sur les questions purement de gouvernance. Et c'est pourquoi les questions de sécurité et de défense sont indirectement évoquées à travers la sécurité intérieure des États, parce qu'on était dans un monde plutôt en paix, on va dire. Donc on a plutôt parlé à l'époque de lutte contre la corruption, de sécurité des enfants, de l'accès à des tribunaux impartiaux et pas tellement à la guerre. Il n'empêche que l'ODD 16, il fait bien référence à cette question de la sécurité. Il a bien des cibles et des indicateurs de suivi qui portent sur cette question de la sécurité. Et prises ensemble, les cibles qui sont détaillées dans l'objectif numéro 16, elles pointent bien vers la Charte des Nations Unies, laquelle Charte des Nations Unies n'interdit pas, enfin, interdit le recours à la guerre, certes, mais n'interdit pas la légitime défense en cas d'agression armée. Donc on est bien dans un contexte où la légitime défense étant validée par la Charte des Nations Unies, ou du moins autorisée par la Charte des Nations Unies, et bien l'ODD numéro 16 qui porte sur la paix fait que, bien sûr, pour rendre ce droit de légitime défense opérant, on a le droit on a le droit de développer une industrie de défense. Et donc une industrie de défense qui se conforme aux règles et standards en question, eh bien l'ODD numéro 16 offre un appui ESG pour le valider. Pour les pays développés, la référence à l'objectif numéro 16 est d'autant plus légitime que dans les pays développés, démocratiques en tout cas,
on est bien dans le cas où l'autorité est une autorité juste, c'est-à-dire légitime, au sens de la guerre juste de saint Thomas d'Aquin. Euh, pour approfondir un peu sur cette question de l'ESG, pour rappel, ce slide que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est mon slide sur les réglementations finances durables de l'Union européenne, on voit que le- quand on l'applique au secteur de la défense, euh, ni SFDR, ni la CSRD, ni la CS3D n'entrent en contradiction avec le secteur de la défense. Pour ce qui est de la taxonomie, c'est un peu différent. Parce que la taxonomie verte ne traite pas de l'industrie de défense. C'est-à-dire que les activités liées à l'industrie de défense sont donc des activités non éligibles au sens, alors elles peuvent d'autant moins être alignées qu'elles ne sont pas éligibles, elles sont a priori non éligibles à la taxonomie. C'est un silence. C'est un silence qui peut être considéré comme temporaire ou durable, mais à la limite, peu importe. En soi, ça conduit simplement au fait que les entreprises du secteur de la défense ne sont pas en mesure de faire état d'un quelconque alignement sur la taxonomie. Ça peut avoir une conséquence négative. Pour ce que j'en ai compris, ça en a peu, en fait, en pratique. Mais la conséquence négative, c'est que dans la mesure où les banques sont amenées à produire un indicateur qui s'appelle le Green Asset Ratio, et que ce Green Asset Ratio est calculé sur la base de ce qui est prêté à des activités taxonomie compliant, eh bien, les banques au niveau macro, si vous voulez, pourraient être incités à moins financer ce secteur-là, puisque ça ne leur permet pas d'améliorer leur ratio gare. Et puis, on a des conséquences qui sont un peu similaires via la réglementation SFDR pour les gestionnaires d'actifs, qui sont eux aussi incités à prêter à des entités qui sont taxonomie compliant, on va dire. Pour ce que j'en ai compris, et peut-être certains pourront me contredire dans l'auditoire, pour ce que j'en ai compris, ceci ne porte pas de conséquences importantes à ce stade-ci en termes de difficulté à accéder à des financements. Je vous propose une deuxième, je vous donne une deuxième chance de lever la main et de poser vos questions si vous en avez. Euh, et je donne la parole en premier lieu à Laurent, si ça marche. Autoriser le micro, voilà. Laurent, je vous écoute. Alors, peut-être que... alors, moi, je ne vous entends pas. Alors, Ah, bonjour. voilà, parfait, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Je me suis permis de mettre dans les commentaires l'article que j'ai publié il y a maintenant à peu près 2 ans sur l'impact de CSRD sur les industries de défense. Je confirme tout à fait alors je travaille à la Caisse des dépôts. Je suis contrôleur général à la Caisse des dépôts. Euh, je confirme tout à fait ce que vous venez d'indiquer, avec peut-être une petite précision sur le dernier point, où effectivement le Green Asset Ratio, qui permet en fait, dans l'application des ratios pour les banques pour prêter, les industries de défense ne rentrent pas dans ce Green Asset Ratio. Mais c'est là où ça n'a pas d'impact en tout cas. C'est comme tout investissement qui ne serait pas vert. Et autant on peut discuter, je pense, argumenter à juste titre de la compatibilité des industries de défense avec les normes ESG, autant il est plus difficile de justifier du fait que ce soit des investissements pour favoriser la transition écologique énergétique, avec un petit point qui pour l'instant reste complètement, je dirais, conjoncturel pour l'avenir, c'est que toutes les armées, pour l'instant, se déplacent essentiellement sur la base de fuel. Or, Bien sûr. si on considère que
toutes les, que tous les secteurs de mobilité automobile seront à terme, peu importe la date, électrifiés, il sera un peu difficile pour l'armée d'être le seul client à utiliser du fioul. Euh, Ce qui oblige déjà à réfléchir un peu sur la suite. Mais bon, encore une fois, tout ça est assez marginal. D'accord, merci beaucoup de votre éclairage. Ce que vous dites, en fait, est-ce qu'on peut dire aussi d'une autre façon que dans le calcul du GAR, finalement, c'est ni dans le dénominateur ni dans le numérateur, du coup. C'est ça ce que vous dites? Ah, alors, ça oblige, si vous Ah, je m'accordez suis deux désolé, on minutes. entre peut-être dans quelque chose de trop technique, mais Non, 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 parce que moi-même, je ne suis pas un grand technicien, mais globalement, pour faire, je vais essayer de tenir ça en 90 secondes. ok, Euh, super. 2008-2009, grande crise financière parce que les banques ont fait des conneries et elles ont prêté plus qu'elles n'avaient. Et le grand risque des banques, on le connaît tous, c'est le bank rush, tout le monde se précipite pour retirer son argent dans les banques et il n'y en a pas assez dans les caisses. Donc on met en place au niveau mondial, sur une base volontaire qui s'appelle le comité de Bâle, les règlements de Bâle 2, Bâle 3 et maintenant Bâle 4, qui grosso modo demandent à avoir plus d'actifs pour pouvoir prêter, donc à prendre entre guillemets moins de risques, puisque vous avez plus d'argent, un matelas plus important, avec des floors, etc. Cet objectif de prendre moins de risques, il vient percuter la nécessité d'investir plus, notamment pour la transition écologique énergétique, mais aussi demain pour les industries de défense, etc. Là, il y a deux points qui entrent en compte. Le premier, c'est que le financement de l'économie en Europe, il est pour les deux tiers basé sur les banques et sur un tiers sur les marchés, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc, plus vous renforcez la réglementation prudentielle bancaire mondiale, plus vous restreignez la capacité de financement de l'économie européenne versus l'économie américaine. C'est Monsieur Delarosière qui m'a bien raconté ça. Ça, oui, non, j'imagine que Jacques a dû bien vous raconter ça, Oui. exactement. Oui. Et Parce deuxième, qu'il disait, il en tirait la conclusion d'ailleurs que puisque en 2008 on était sur des PIB équivalents entre les États-Unis et l'Europe, eh bien qu'on devrait avoir 3 fois plus de représentants à Bâle que les Américains. oui, oui, c'est un peu, c'est pas C'était faux. sa conclusion. Oui, oui, non, c'est pas faux. Ouais. Et puis, deuxième élément, c'est que comme on s'est rendu compte, ou comme on se rend compte qu'il y a ce besoin d'investissement pour la transition écologique et énergétique, on essaye, sans toujours y arriver, de mettre en place des mécanismes qui favoriseraient, qui sortiraient un peu du mode de calcul tout ce qui favoriserait la transition écologique et énergétique. Mais clairement, les industries de défense, on peut bien raconter tout ce qu'on veut, mais ça ne favorise pas la transition écologique et énergétique. Ça peut être bien, pas bien, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ça ne le favorise pas. Donc ça, c'est sur l'impact. Après, et je terminerai là-dessus, et ça vous l'avez aussi souligné, il y a un océan entre les décisions politiques et la pratique. Lorsque vous discutez avec un CEO ou un membre du COMEX d'une très grande boîte, d'une très grande banque française, il va vous expliquer que lui, il ne voit aucun inconvénient à aller financer les industries de défense. Lorsque vous voyez le directeur de l'agence de Fleury-les-Aubrais ou je ne sais quoi, lui, il va dire, écoutez, vous êtes gentil, mais alors, petite, je vais me faire engueuler par mes enfants. Deuxièmement, je vais voir la façade de ma succursale qui va être taguée. Donc, bah, si j'ai le choix, je préfère pas, quoi. Oui, bien Et sûr. voilà le hiatus qu'il peut y avoir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Moi, en fait, ce Green Asset Ratio, je croyais que c'était quelque chose de contraignant pour les industries de défense. Et en fait, effectivement, pour avoir échangé avec certains anciens collègues des affaires publiques, j'étais responsable des affaires publiques de Société Générale auparavant, donc je suivais pas mal ces sujets-là. Et en fait, pour avoir discuté avec eux, ils m'ont dit que c'était pas tellement une contrainte. Je vais essayer d'aller vite sur la fin parce que c'est la troisième partie de mon intervention, c'était quelques éléments d'aide à la décision en la matière.
Et je souligne, pour rebondir sur ce que disait Laurent à l'instant, que bien sûr, je ne suis pas en train d'essayer de vendre l'idée que financer l'industrie de défense est bonne pour la transition écologique. C'est pas exactement la question qui est posée, hein. La question, c'est est-ce que on a un problème pour intégrer dans des fonds ESG ou dans des stratégies ESG des industries de défense, qui est une question un tout petit peu différente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions et je ne vois pas d'autres mains levées, je vais reprendre le partage pour poursuivre et terminer la présentation que j'avais préparée. Et puis, bon, on va dépasser l'heure. J'avais raison la première fois quand j'avais retenu 1 heure et demie, mais bon, on va bien voir. Si les uns ou les autres, vous devez quitter, ben, tant pis, je suis désolé. Je signale avant que certains quittent la réunion que bien sûr, l'intervention que je vous fais là, bon, je la fais je la fais en distanciel, mais si ça vous intéresse d'avoir une intervention en interne auprès de telle ou telle équipe dans les entreprises qui sont les vôtres, je me tiens bien volontiers à votre disposition pour le faire. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Quelques éléments d'aide à la décision. Bon, on voit bien que le raisonnement qui sous-tend toutes ces réflexions sur la guerre juste, l'éligibilité à de l'ESG, ben, c'est tout ce qui concerne ce que cause la guerre, à savoir, alors la guerre cause de toute façon des maux, mais c'est plutôt la notion de maux superflus ou de souffrance inutile qui est retenue. Et c'est une distinction qui est fondamentale. C'est une distinction qui relève du droit international coutumier, donc elle s'impose même à des pays qui n'auraient pas signé des conventions internationales. Euh, et du coup, on a on a deux catégories d'armements dans la législation internationale. On a des armements qui, par nature, constituent des moyens de guerre qui causent toujours des maux superflus ou des souffrances inutiles, c'est-à-dire des armements qui sont intrinsèquement mauvais. Et puis, on a des armements qui ne causent de maux superflus ou des souffrances inutiles que potentiellement. Et c'est bien sûr très important. Et toutes les stratégies d'exclusion en général reposent sur ce distinguo entre des armements qui, par nature, sont mauvais et des armements qui, par nature, alors non pas qu'ils soient bons, mais ne sont pas mauvais. On est d'ailleurs de façon générale dans une notion de neutralité. On ne dit jamais qu'un armement est bon. On dit qu'un armement est au mieux neutre. Euh, Cette question-là, donc, elle a été traitée. Alors, pour ce qui est des armements intrinsèquement mauvais, c'est-à-dire ceux qui sont mauvais, quel que soit l'usage qu'on peut en faire, eh bien, il est passé dans le droit à travers des conventions que sont la Convention sur les mines antipersonnelles, la Convention sur les armes à sous-munitions, par exemple. On voit bien en ce moment, dans le cadre de la question de la défense du flanc est de l'Union européenne, que ce problème se pose à nouveau, puisqu'on a un certain nombre de pays, je pense aux pays baltes, la Finlande, je ne sais pas, mais les pays baltes, j'en suis sûr, qui développent des stratégies de minage intensif de grandes zones avec des mines antipersonnelles et qui d'ailleurs ont tendance à sortir de ces traités. Du point de vue de l'ESG, donc ça va être à l'acteur financier de s'assurer que le, les, l'acteur dans lequel ils investissent respecte ou du moins ne permet pas un usage non légal de tout cela. C'est un exercice qui est difficile, qui n'est pas facile déjà sur les moyens de la guerre, c'est-à-dire sur les outils, mais qui est encore plus difficile sur les méthodes de la guerre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi des outils, des armements qui ne sont pas par nature mauvais, mais dont la façon de les utiliser ou dont les stratégies utilisées par tel ou tel État sont évidemment répréhensibles. On peut penser à des armements qui sont utilisés dans le cadre
de stratégie génocidaire ou autre. Euh, et du coup, ça nous ramène évidemment à l'entité à qui l'armement est destiné. C'est-à-dire que le cœur du sujet arrive assez vite à la question de qui est l'utilisateur de l'armement in fine. Si on parle de l'armée française, ben on est dans une armée d'un pays démocratique, avec un système constitutionnel qui suit les choses. Le, et donc, c'est une forme de garantie pour le financeur de l'industrie. Euh, c'est vrai aussi si l'armée, si le matériel est destiné à un pays qui est considéré comme fiable, c'est-à-dire un partenaire qui est considéré comme fiable. Alors, c'est encore mieux si ce partenaire a pris des engagements consistant à ne pas réexporter, à ne pas modifier l'armement sans l'autorisation de la France, etc. Euh, Ça ramène à la question qui est souvent évoquée en ce moment dans les médias, des conditions que posent les États-Unis à l'usage des armes qui sont vendues par les États-Unis. Et on sait, on a découvert, enfin, on a redécouvert récemment que l'usage d'un certain nombre d'armements américains a été conditionné via la composante informatique de ces armements à une forme d'accord de non-déverrouillage, de non-verrouillage, pardon, par les Américains de l'usage de l'armement. Et le fait que nous ne faisions pas ça, la France, c'est d'ailleurs considéré comme un argument de vente par rapport aux Américains. Et ça peut être un argument de vente dans le cadre du développement d'une base industrielle et technologique de défense européenne. Euh, En France, on est encadré par la Constitution. On a différents organes politiques du pays qui visent à ça. Et pour ce qui est des exportations, le principe est assez simple. Le principe, c'est que est prohibée l'exportation d'armements vers des États non membres de l'Union européenne. C'est le principe. Sauf que, évidemment, le principe souffre un certain nombre d'exceptions. Et par exception, l'État peut accorder une licence d'exportation après avoir procédé à un contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objection. C'est le cœur des discussions qu'on peut entendre quand ça sort dans les médias, etc. C'est le cœur des discussions. Il n'y a pas trop de discussions quand on vend d'ailleurs, c'est légal de vendre, d'exporter à un pays membre de l'Union européenne. Et par contre, la question se pose quand on fait état d'exception pour des États non membres de l'Union européenne. Et là, à ce moment-là, on entre dans le cadre d'une procédure qui est précise, euh, qui est, euh, qui est liée à un avis de la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, qui bien sûr implique les affaires étrangères, la défense et puis un certain nombre d'autres, d'autres entités. Et pour les États membres de l'Union européenne, c'est un régime d'autorisation préalable qui est plus léger. Euh, la différence, c'est que quand on est dans la procédure interne, on contrôle à la fois l'équipement, mais aussi le contrôle de son emploi, parce que dans le cadre du suivi par l'Assemblée nationale des activités des forces armées françaises, eh bien, on contrôle l'emploi qui est fait des armes. Dans la procédure externe, au contraire, on ne contrôle pas cet emploi qui est fait des armes, et tout le problème est là. On a aussi des acteurs financiers qui ont des approches plus quantitatives, c'est-à-dire qu'elles vont dire on ne finance pas plus que X% les industries de l'armement. C'est une approche qui est assez discutable et en fait qui est oui, qui est assez discutable dans la mesure où de deux choses l'une, soit le financement est, est légitime parce qu'il vise à des activités de guerre dites justes, et à ce moment-là, pourquoi le limiter à 5 ou 10%? Soit il ne l'est pas, et à ce moment-là, pourquoi le permettre à 5 ou 10%? C'est assez discutable.
Pour ce qui est du filtrage, eh bien, les entreprises sont filtrées exactement. Alors, on n'a pas trop le temps. J'avais préparé un tableur, mais on pourra le faire si vous êtes demandeur. On pourra refaire une présentation complémentaire. Mais le screening des entreprises de défense, ben, c'est exactement le screening d'une entreprise classique. C'est-à-dire qu'on va regarder les controverses, on va regarder si c'est des controverses de niveau 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder les ratings par les agences de rating. On va regarder qu'est-ce qui est dit dans les rapports extra-financiers. Et puis, on va y ajouter des vérifications complémentaires et elles portent bien sûr sur le type d'armement. Est-ce que cet armement est conforme avec le droit national et les conventions internationales? On en revient là aux armes intrinsèquement mauvaises que sont les mines antipersonnelles, par exemple. On va regarder qui sont les clients bénéficiaires. Lorsque c'est l'armée et les forces de l'ordre françaises, c'est une chose. Lorsque ce sont des clients étrangers avec octroi de licence d'exportation ou de transfert, ben il faut vérifier que c'est bien conforme aux procédures qui sont appliquées par la France. Et puis d'ailleurs, on peut avoir des opinions qui peuvent même diverger par rapport à cette procédure. Et et il faut bien sûr vérifier la rigueur constante de cette procédure. Et puis, bon, en fonction des industriels et des industries, on peut avoir un certain nombre de vérifications complémentaires. Et notamment, on a sur les petits armements la possibilité quelquefois de vérifier la traçabilité de l'usage des petits armements. Je passe sur les tableurs que je voulais vous montrer, juste pour vous dire une dernière chose. Euh, sur, sur le screening et sur l'analyse de ESG, eh bien, on est dans un cas, si on prend ces différentes entreprises, ces 9 grandes entreprises de la base industrielle et technologique de défense française, eh bien, on voit bien que elles sont pour l'essentiel soumises à la CSRD et que donc on a aussi toute l'information requise dans la CSRD. Euh, le, le, le missilier MBDA, par exemple, a publié cette. Alors, bizarrement, je n'ai pas trouvé tellement de matrices de matérialité dans les rapports CSRD des entreprises françaises de l'armement. Euh, mais par exemple, le missilier MBDA a cette matrice de matérialité sur laquelle j'attire votre attention, c'est l'importance de la question compliance et corporate ethics, plus généralement toutes les questions liées à la corruption et aux règles en matière de corruption, Sapin 2, etc. On a systématiquement cette problématique. Donc, il me semble que pour synthétiser, ce qui est très important lorsqu'on finance une entreprise d'armement dans une approche de type ESG, c'est de bien comprendre dans quelles circonstances vont être utilisées les armes, et puis aussi de s'assurer de la bonne, des bonnes pratiques en matière d'éthique et de corporate ethics et de conduite des affaires. On peut s'amuser à regarder un rapport comme le rapport de durabilité de Safran qui vient d'être publié, comme la plupart des rapports CSRD. Donc les enjeux ESG de Safran, bah, sans surprise, on a un certain nombre d'enjeux environnementaux qui sont liés au climat, à la décarbonation, à l'accès aux matières premières, à la gestion de la pollution. C'est là qu'on voit que sur la partie environnement, ben, on est complètement dans du standard, hein. On est sur un sujet qui est identique à n'importe quelle grande entreprise industrielle. Safran, comme toute grande entreprise industrielle, est tout à fait en mesure de faire de faire son analyse d'impact d'impact carbone, de bilan carbone sur l'ensemble de ses scopes, sur son scope 1 et 2, mais aussi avec des informations sur le scope 3. On retrouve bien sûr dans le rapport annuel Safran les enjeux ESG liés à la question sociale. Là encore, on est assez proche de ce qu'on peut trouver dans une entreprise industrielle avec des ODD qui sont à peu près, à peu près les mêmes. Et puis, on a ces enjeux qui sont liés à la gouvernance. Et là, on voit bien que la question de la conduite des affaires
les questions euh, euh, de résilience et de performance RSE, mais surtout de conformité aux réglementations et d'éthique des affaires, les questions de cybersécurité, ce qui n'est pas surprenant dans le secteur de la défense. Eh bien, on voit bien que, on retrouve ces sujets-là en IRO, en IRO au sens de la CSRD, et on retrouve dans les objectifs de développement durable, bien sûr, l'objectif numéro 16 qu'on a évoqué. Euh, Très bonne partie sur l'éthique des affaires dans le rapport de durabilité de Safran. Et voilà. Donc, en guise de conclusion, et je suis désolé, je suis allé un peu vite sur la partie que j'aurais voulu le plus développer, mais en fait, on manquait un peu de temps. En guise de conclusion, ben, voilà, pas d'incompatibilité entre l'ESG et le financement de l'industrie de défense. La CSRD est un outil qui peut être utilisé. Euh, alors, en l'excluant de la taxonomie, l'Union européenne en gêne le financement en contraignant les financeurs. Je vous l'ai dit, c'est discutable. Laurent nous le disait tout à l'heure, et c'est pas certain que c'est si contraignant que ça. Moi, ça me semble quand même un sujet peut-être à traiter. Et bien sûr, beaucoup d'analyses complémentaires lorsqu'on analyse des valeurs du secteur de la défense, se voir accusé au risque de se voir accusé de greenwashing si on le fait avec trop de légèreté. Voilà, je vous rouvre le débat. Si vous avez des points à évoquer, des remarques à faire, des questions à poser, n'hésitez pas, ou un échange quelconque à initier. Et puis sinon, on en restera là. Dites-moi. Pas de questions? Bien, bah écoutez, j'espère que que cet échange était intéressant. Il a fait l'objet d'un enregistrement que je posterai sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions qui vous viennent ou la volonté oui, de traduire cette présentation auprès des équipes qui pourraient être concernées. Euh, je le ferai vraiment avec grand plaisir sur la région parisienne, ça pose aucun problème. Euh, le support, alors, pour répondre à votre question, merci Isabelle. Pour répondre sur le support, alors non, je ne partage pas le support. J'aime pas trop partager mes supports, mais par contre, vous aurez le replay sur. Pourquoi je partage pas trop mes supports? C'est parce que je sais pas trop l'usage qui en est fait. J'ai quelquefois des, euh, j'ai quelquefois pas creusé les questions d'utilisation de certaines photos, etc. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là pour lesquelles je partage pas les supports. Mais bien sûr, vous aurez le replay sur la chaîne YouTube dans la foulée. Merci beaucoup à tous, à toutes, et puis bonne soirée, bon week-end et bon pont pour ceux qui ont la chance de le faire. Et bah, on pourra regarder les cérémonies de commémoration de la fin de de la Seconde Guerre mondiale. Ça sera dans l'esprit de cette présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.